Je vais commencer par des remerciements. Je vais déjà remercier les associations membres de cette grande audition, les Oubliés de la République, Repère 44, l'Archipel des Sans-Voix et La Cloche. Je remercie aussi chaleureusement le Labo Diva qui nous permet de faire cette grande audition. Et je remercie les premiers concernés qui vont prendre la parole devant vous et qui vont interpeller les candidats au municipal. Et enfin, je remercie les candidates et candidats d'avoir répondu présent à l'appel pour cette grande audition. Moi, j'ajoute un dernier remerciement à Marius, notre stagiaire aux oubliés, qui fait un travail de fou pour organiser tout ça. Et un dernier remerciement aux bénévoles et aux bénévoles qui nous aident aussi. Sans plus attendre, on va accueillir, avant de vous présenter notre panel, on va accueillir les candidats et les candidates ou leurs représentants, représentantes. Donc, on va appeler Monsieur Foul Chambardolo pour arriver, Erika Cardessa, Monsieur Huchet, Madame Metcourt, et Madame Roland, si elle est arrivée. Elle n'est pas encore arrivée. Bon, c'est pas très grave. Quelques règles pour le public. Je suis vraiment désolé, je vais être un peu stalinien sur certains bords, mais en fait, il faut vraiment pas faire trop de bruit, parce qu'en fait, on essaye de capter du son, et plus il y a du bruit aux alentours, plus ça parasite notre bande son, et j'en suis navré. On est une petite asso avec peu de moyens, donc n'hésitez pas à donner aux Oubliés de la République. En tout cas, on est ravis de vous accueillir avec Jen. Jen, tu es notre deuxième MC. Je suis moi Arnaud et je vais être le deuxième MC. Enfin, on fait un binôme de MC du coup. Donc maîtresse de cérémonie. Avant de commencer, un petit point de contexte. On est à Nantes. On est à Nantes. On porte un projet avec les Oubliés de la République pendant les municipales. On est venu à Nantes parce que on a un super relais associatif qui nous a permis depuis Paris d'organiser cette grande audition. En point de contexte, pour rappel. Nantes, c'est votre ville. Moi, je suis parisien, donc je parle en votre nom. Mais pour rappel, Nantes, c'est 3500 personnes sans abri, dont 13 qui sont mortes en 2024 dans la rue. Nantes, c'est aussi 7750 personnes qui ont bénéficié d'une aide au CCAS, le Centre communal d'action sociale. Nantes, c'est aussi un taux de suroccupation des logements de 4,1. C'est aussi un accès à la santé dans lequel on peut rencontrer certaines barrières. 9% des patients n'ont pas de médecin traitant et parmi eux, 11% ont une affection longue durée. Nantes, c'est aussi c'est la préfecture du département qui accueille et qui accompagne 777 jeunes majeurs sortis de l'aide sociale à l'enfance et plus de 3000 enfants de l'aide sociale à l'enfance. Nantes, par contre, effectivement, c'est une ville dans laquelle la mairie s'est engagée à un financement et à la gestion de 1600 places d'hébergement d'urgence. C'est également la ville qui compte des centaines d'initiatives et d'associations de solidarité. Et enfin, bien sûr, une participation citoyenne grâce à des budgets participatifs, des ateliers citoyens, des droits d'interpellation citoyenne. Mais ces constats ne doivent pas cacher une réalité plus nationale. Pour rappel, les personnes qui sont victimes qui sont dans des situations de précarité, situations d'exclusion, font face de plus en plus à une suspicion d'ordre un petit peu individuel. C'est un peu quand on veut, on peut. C'est un peu de ta faute finalement si tu es arrivé là. Et donc nous, on s'est dit, le projet des Oubliés de la République, c'est bien de
de contrebalancer, d'apporter un autre narratif autour de cette situation et de dire que, et de redonner la parole aux personnes concernées dans les débats publics, parce qu'on pense sincèrement que la réinsertion sociale et plus largement économique passe également par la réinsertion citoyenne, et c'est souvent un pan qui est très largement oublié. Voilà. Jen, je te passe la parole. Peut-être. Oui, je te passe la parole. Donc c'est avec ces constats-là et cette envie-là que on se retrouve ce soir pour la grande audition avec les partenaires, donc les oubliés de la République. Donc l'objectif est de favoriser et organiser la prise de parole publique des personnes les plus exclues du débat. Il y a Repère 44, qui est une association membre des oubliés de la République. Repère 44, je connais bien parce que je suis administratrice à Repère 44. Donc c'est une association qui est pour et par les sortants de l'aide sociale à l'enfance. Donc on a 3 thématiques. On a la thématique casser l'isolement social, donc comment on maintient un lien social. La deuxième thématique, c'est comment on réoriente les jeunes sortant de la protection de l'enfance vers des associations partenaires sur différents points, l'accès au droit, au logement, à la santé. Et la troisième, bien sûr, c'est le plaidoyer pour les jeunes sortant de la protection de l'enfance. Il y a l'Archipel des Sans-Voix, qui est une association membre des Oubliés de la République, qui est une association aussi qui œuvre pour le sans-abrisme, si on peut dire ça comme ça, mais avec des maraudes notamment, apporter à manger. Il y en a qui tournent toute la nuit pour voilà, et être soutien et créer du lien social aussi. Hein, on est toujours dans les mêmes thématiques. Et il y a la cloche. Hop. La cloche aussi, qui est membre des Oubliés de la République aussi, et qui engage les citoyens avec ou sans domicile à agir contre la grande exclusion. Et pareil, toujours la question du lien social. Donc nous portons le projet Voix de la rue à Nantes. Alors je vais faire juste une petite aparté, je suis très fière, parce qu'on est la seule ville avec Paris à porter cette grande audition. Et voilà, je suis allée à la rencontre de chaque candidat avec les Oubliés de la République, mais localement j'étais on va dire le maillon, quoi. Et donc je suis très fière que ça puisse se dérouler à Nantes, parce que je trouve que Nantes, c'est une ville riche, qui bouge, et il y a des oreilles, il y a de l'attention, et donc c'est chouette. Donc c'est un projet national sur les municipales. Voix de la rue, ça s'est déroulé dans 7 grandes villes de France, pas jusqu'à la grande audition, mais il y a eu une lettre ouverte à tous les candidats de ces 7 grandes villes, écrite par les premiers concernés, par les associations, qui ont été relayées par la presse aussi. Il y a eu, dont l'objectif, c'est pour rendre la parole aux personnes en situation de précarité et faire entendre leur voix dans les débats, parce qu'on ne les entend pas souvent. On parle pour eux, mais rarement ils parlent pour eux. Donc, il y a eu des forums citoyens, des lettres ouvertes, des rencontres, chaque pas compte avec chaque candidat, un moment où une personne concernée est allée échanger avec un candidat en toute intimité, pas avec le folklore du bureau, ou voilà, vraiment une rencontre humaine, c'est très important. Et il y a eu, et une production de podcast qui sortent la semaine prochaine. Donc voilà, vous pourrez aller voir. Donc voilà. Partout en France, les premiers concernés interpellent, proposent et construisent. Ce qui est important à dire, c'est que la parole des premiers concernés, c'est pas que du témoignage. Le témoignage fait partie de leur vie, mais il y a aussi, on veut mettre en avant l'expertise qu'ils ont sur les sujets. Ils savent de quoi ils parlent, ils sont force de proposition, et voilà. Et donc, ils vont parler aussi pour eux. Voilà, c'est dans ce cadre que la grande audition peut commencer à Nantes. Allô? Ouais, non, c'est bon. Du coup, moi, maintenant, je vais m'adresser aux candidats et aux candidates pour la simple raison qu'on est dans une grande audition, qu'on n'est pas dans un débat. Donc, ça change un peu la donne, mais vous êtes là surtout pour écouter, apprendre, réfléchir ensemble aussi sur ce qu'on peut faire dans la lutte contre la précarité et l'exclusion.
Donc, je rappelle que tout ce qui est dit par les personnes que vous allez entendre ce soir, en plus des candidats, c'est des expériences vécues, c'est des parcours qui ont été vécus et ils s'appuient sur leur expérience pour faire des propositions. Nous, les associations, et en particulier les Oubliés de la République, on n'oriente pas, on fait que aider à poser sur le papier les recommandations. L'événement, il se découpe en 3 grands temps. On va donner la parole aux premiers concernés pour qu'ils se présentent. Après, on va vous donner la parole à vous, chers candidats, candidates, pour un temps de présentation assez court, 3-4 minutes en gros, pour recontextualiser qui vous êtes, d'où vous venez, etc. Un peu le pendant de ce qui va être fait par nos panélistes. Et enfin un temps de discussion autour sur 4 thèmes qui vont être abordés par 4 parcours de vie différents et différentes. Donc s'il vous plaît, pas la peine de vous interrompre entre vous, on n'est pas à BFM. Tac, tac, tac. En gros, il y aura à peu près 25 minutes sur chaque thème. On en a 4. Le logement, la santé, le lien social et l'accès aux droits. Donc chaque thème commencera par une prise de parole d'un de nos panélistes, ou une de nos panélistes, et on n'a tiré pas au sort, on aurait pu, mais on a choisi le hasard de l'ordre alphabétique décidé, qui n'est plus respecté parce que on a eu un changement de représentation, donc on a gardé le déroulé ainsi, mais vous serez par ordre alphabétique et le thème suivant par ordre contre-alphabétique. Donc voilà, c'est technique, mais on vous donnera la parole, on vous orientera, on sait que vous aurez besoin un peu d'aide, donc on vous aidera. Merci bien aussi. Alors, à chaque prise de parole, vous aurez entre 4 et 4 minutes 30 pour expliquer, développer votre pensée. C'est court, on le sait, mais essayez de rester concis parce qu'on a plein de thèmes à aborder. Vous êtes 5, et on a 4. Enfin voilà, on a plein de choses à se dire. Donc essayez de rester factuel et le plus éclairant possible. Tac, tac, tac. Et nous, on est maître du temps. Oh là, maître du temps, MER2TE. Voilà, c'est pas grave. Ouais, mais j'étais fatigué, j'ai fait ça tardivement hier soir. Voilà, et je crois que j'ai tout dit. Je te laisse parler de la communication. Voilà. Il est possible de communiquer sur l'événement, bien sûr. On vous demande juste d'anonymiser, pardon. Il y a des témoignages, donc voilà, il y a des choses, d'anonymiser, voilà, la vie privée des personnes qui seront interpellées. Nous-mêmes, on fera de la communication. Suite à il y a des captations vidéo. On fera de la communication, mais vous pourrez communiquer là-dessus. Et je veux juste faire une petite attention. Vous allez avoir 4 témoignages. Ce ne sont pas des fictions, les témoignages qu'il va avoir. Ce sont des parcours de vie. On n'est pas au pays des bisounours, ces parcours de vie, sinon on ne serait pas là, ça serait sous une autre forme. Donc voilà, je veux juste vous prévenir qu'il y a des choses peut-être pas évidentes à entendre, mais quoi qu'il en soit, ces parcours de vie ont amené ces gens-là après à les interpeller. Donc voilà, il y a des choses dures, mais c'est pour qu'ils montrent aussi leur expertise après sur les questions. Voilà. On va encore attendre une toute petite minute, le temps que Madame Roland pose ses affaires dans la salle au fond, et on l'accueillera. Bon, on va pas rappeler les règles du débat, Madame Roland, je suis sûr qu'elle les aura, elle va vite comprendre. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais attendre Jennifer, parce que un binôme ne fonctionne jamais sans son deuxième. Mais voilà, merci de votre patience. Si, dernier petit point, les micros, vous verrez, il y a un petit micro cravate en plus, fixé avec de l'élastique. Essayez de faire en sorte qu'il ne tombe pas, s'il vous plaît. Bienvenue, Madame Roland. On s'est permis de commencer en votre absence pour ne pas dépasser sur les agendas de tout le monde, mais... Laquelle ? Celle-là ? Ah ouais. Est-ce que Madame Roland, je peux vous demander de tourner la lumière ?
Parce que ça aveugle un peu Encore en un face à plus. En fait, comme elle fait de l'épilepsie, Donc, comme on vous l'a dit, ce premier temps va commencer par un temps de présentation de notre panel. Du coup, notre premier panel qui va se présenter, c'est Médina. Bienvenue Médina, merci beaucoup et je te laisse le micro. Alors, bonjour, moi c'est Médina Joé, je vis à Nantes, enfin je suis née, je vis à Nantes depuis que je suis née. J'ai eu un placement dans l'aide sociale à l'enfance depuis de 10 ans. Sur plus de 10 ans, j'ai fait environ, pourquoi j'ai plus de sang sur, évidemment ça tombe sur moi. En deux. Et sur l'ensemble de mon placement, j'ai fait environ 24 déplacements en famille d'accueil, foyer d'urgence. Donc j'ai fait, on va dire, presque toute la France en déménagement. Donc forcément, pour la stabilité, le développement de l'enfant, ça reste approximatif parce qu'on sait que quand on grandit en n'ayant pas forcément de repères sur le lieu ou les personnes qui nous gardent, ça reste très compliqué. Moi, dans mon parcours, j'ai eu beaucoup d'urgences. J'ai eu pas mal j'ai été dans pas mal de structures qui étaient défaillantes, ce qui a amené à beaucoup de fugues. Par exemple, une de mes plus longues fugues, elle a duré 8 mois, où je ne suis pas rentrée. Et quand je suis rentrée dans mon foyer, on m'a dit que j'avais plus de place. Ce qui a engendré un parcours de rue. Car des fois, quand on est enfant placé et qu'on n'a pas de lieu de placement, on peut se retrouver à la rue quand il n'y a plus du tout de place, ce qui arrive assez fréquemment finalement. Sinon, mis à part ça, il y a aussi la question de l'argent qui a été une question très compliquée. Je vais faire un trigger warning sur la prostitution. Moi, dans mon parcours, je me suis prostituée pour pouvoir subvenir à mes besoins quand j'étais mineure et un peu quand j'étais majeure, ce qui a été très compliqué parce qu'en fait, quand on est placé, on est censé avoir un revenu tous les mois pour subvenir à nos besoins et des fois, le revenu ne suffit pas, que ce soit pour l'hygiène, pour manger ou autre. Ce qui m'a permis de tenir malgré toutes ces épreuves-là, ça a été les bonnes rencontres. C'est bête, hein, mais c'est vraiment les bonnes rencontres au bon moment, que ce soit une éducatrice qui nous tend la main, que ce soit une association qui accepte de nous héberger. Ça a été vraiment que des bonnes rencontres qui m'ont fait devenir la femme que je suis aujourd'hui. Qui je suis aujourd'hui? Médina, 24 ans, stand-upeuse et maîtresse de cérémonie à mes heures perdues. Donc du coup, c'est vrai que j'ai un parcours assez varié, mais j'ai aussi fait de la paire et danse au sein de Repère 44 en tant que du coup intervenante paire aidante sur la question de la protection de l'enfance et j'en parlerai un peu plus après sur de la paire et danse, je vous expliquerai un peu plus ce que c'est. Et aussi, petite information, je ne serai pas là tout le long car j'ai une scène ce soir. Donc, je vais devoir m'éclipser à un moment donné, mais c'est pour ça que du coup, je passe en première. Donc, voilà, c'est tout pour moi pour l'instant. On va écouter Abderrahmane qui met ses lunettes. Je me levais, je m'approchais, je m'éloigne un peu de vous. Voilà, on se voit mieux là. Alors bonjour, je suis Abderrahmane, j'ai 60 ans et je suis un ancien sans-abri. J'ai vécu 18 ans à la rue. Aujourd'hui, je fais des maraudes à raison de 3 fois par semaine et ce depuis 25 ans. À Nantes, bien sûr. J'ai quitté la Lorraine, j'avais 18 ans, pour venir à Paris. Et après avoir répondu à une annonce pour du travail. Il s'est avéré que cette annonce était bidon. Quand je suis arrivé sur place, ils n'embauchaient pas. Je leur avais pourtant expliqué ma situation, que je venais avec ma femme, qu'elle était enceinte, qu'elle arrivait à terme, et ils ont
qu'on avait tout quitté. Mais il m'a répondu qu'il ne pouvait rien faire. On a dormi à l'hôtel. Graziella a accouché à la rue. Elle a été envoyée à l'hôpital pendant 9 jours. Et moi, j'ai été mis en garde à vue pendant 48 heures pour non-assistance à personne en danger. J'ai justifié à la police que j'avais fait le tour de tous les foyers de Paris. On s'est retrouvés de nouveau à la rue. J'ai dit à Graziella, si demain, il fait encore froid comme ça, on occupe une église ou autre chose. Malheureusement, mon fils Jonathan est décédé dans la nuit. Il n'était plus de ce monde. 15 jours après, Graziella a mis fin à ses jours. Moi, j'ai fait une très grosse dépression nerveuse. Je me suis retrouvé 2 ans en psychiatrie. En sortant, je me suis retrouvé à la rue. On a commencé un sitting pendant 10 jours devant le ministère de la Santé. On a demandé à rencontrer Simone Veil au temps là. Ça n'a pas abouti. Alors j'ai ouvert le premier squat à avenue Breteuil, juste en face du ministère. Merci. On a créé la coordination des sans-abri. À savoir que, à cette période-là, le service social n'existait pas encore. Et c'est parce qu'on a créé la coordination sociale, parce qu'on a mis le point sur le i, comme on dit, qu'ils ont créé le service social. Un squat ne suffisait pas. On a ouvert d'autres. Mon but, c'était de reloger 500 familles en logements sociaux. J'ai réussi à les reloger en logements sociaux au bout de 10 ans. Je suis toujours président d'honneur de la coordination. Aujourd'hui, j'habite dans un logement depuis 21 ans. Mais ma vie, ce sont les sans-abri. Je prépare entre 300 repas, voire plus, par maraude. Je prépare la veille et je distribue le lendemain. Je fais ça 3 fois par semaine. Je ne suis pas seul, il y a d'autres associations. Il y a l'autre cantine qui distribue tous les soirs des repas chauds. Il y a Edmadouche, par exemple, qui maraude avec leur camping-car pour que les gens de la rue aient un minimum d'hygiène, qu'ils puissent prendre une douche, qu'ils puissent avoir quelques produits d'hygiène, qu'ils puissent avoir quelques tenues vestimentaires. Mais il y a aussi Action Froid, il y en a pas mal. Mais il n'y a peut-être pas assez. Ce qui m'a permis de tenir, c'est Jonathan et Graziella. Avant d'accoucher, Graziella m'avait dit, pour l'instant, c'est la panade. C'est la grosse merde. Mais si on peut, on aidera. Il faut continuer à aider. J'ai gardé ce choix. J'ai gardé ce choix-là et aidé les autres. Mes amis de la rue à Nantes m'appellent Papy ou l'abbé Pierre de Nantes. C'est comme ça qu'ils m'ont baptisé. Ben voilà. C'est la première partie. Merci Abderrahmane. On va écouter Marie de Repère 44. Bonjour, moi c'est Marie du coup. Je sais pas comment parler dans ce truc. Sur le menton. Comme ça là. Non, comme ça. Ah ouais. Ok. Du coup, moi c'est Marie, j'ai 22 ans. Je viens de Brive-la-Gaillarde / Toulouse. Ça fait à présent 2 ans que je suis dans le vignoble nantais. Le petit chien que vous voyez ici, c'est Toriel. C'est ma chienne d'assistance. Du coup, c'est la même loi que les chiens guides si des personnes ne connaissent pas. Sauf que elle, du coup, en chien d'assistance, en gros, ça a un rôle d'alerte médicale et de réponse médicale. Donc, en gros, elle est là parce que j'ai plusieurs pathologies, dont une épilepsie, un TSA, un TSPT, etc., etc. Elle peut m'alerter de différentes manières avant qu'une crise se produise. Elle peut m'apaiser, me mettre en PLS si besoin, et bien évidemment me protéger. Et pour ceux qui demanderaient, c'est un petit berger australien. Et elle aura 4 ans en avril prochain. Voilà.
Sinon, moi j'ai été placée à l'aide sociale à l'enfance pour la première fois en 2005, donc je suis une 2003. Ah oui, mince, pardon. J'avais oublié trigger warning, maltraitance, inceste et suicide. Euh, du coup, j'ai été placée à l'âge de 2 ans pour la première fois avec mon petit frère, avec qui on a 1 an et 9 mois et 9 jours d'écart. Wow. Pour moi, l'ASE ne nous a pas assez protégés. Vous me demanderez pourquoi, sûrement. Parce que malgré que nous soyons connus de l'ASE depuis 2005, on nous a remis bien trop facilement à notre génitrice. Et pour moi, du coup, on ne protège pas assez les enfants. Et malheureusement, ça a coûté la vie de mon petit frère. Car au bout de 3 ans, nous sommes revenus chez notre génitrice alors qu'elle était connue de l'ASE depuis presque le début de notre vie. Dans mon dossier de l'ASE, les faits sont pourtant graves. Maltraitance, inceste, empoisonnement, etc. Mon frère s'est suicidé à l'âge de 11 ans et demi. C'est arrivé alors que nous devions rentrer chez notre génitrice après une semaine de camp cateau en vélo. Il ne supportait plus les coups, la violence, etc. À la base, vu qu'on était très très proches, forcément on s'était promis de partir ensemble. Lui avait 11 ans et demi, moi 12 ans et demi. Ça s'est passé en juillet 2016. Mon petit frère a, je pense, voulu me protéger, car il est passé à l'acte un jour avant ce qu'on s'était dit. À ce jour, je suis désolée, mais je tiens responsable ma génitrice, l'ASE, les magistrats du décès d'un enfant qui avait 11 ans et demi et qui était vraiment incroyable. À la fin du camp, alors que mon petit frère avait mis fin à ses jours, je suis tout de même rentrée au domicile de ma génitrice. On m'a remise en placement que à mes 16 ans, moins 2 mois, alors que mon petit frère est parti lorsque j'avais 12 ans et demi. Je n'ai donc pas été protégée. À 17 ans, après avoir été dans un lieu de vie, 2 familles d'accueil et un foyer, on m'a replacée chez ma génitrice, alors que c'est elle mon bourreau depuis ma naissance. J'ai une question, à quel moment on se dit il n'y a pas de place, donc on va replacer l'enfant chez la personne qui est responsable de son placement. En fait, j'étais placée du coup chez elle, on m'a pas juste remis chez elle comme ça. Pour moi, il est important de dire qu'on ne peut pas laisser des enfants se suicider comme ça. Si l'ASE nous avait plus protégés, mon frère serait encore là et il serait sûrement devant vous aujourd'hui. À 17 ans, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sang. Trigger warning, cancer pédiatrique. Et en vrai de vrai, je pense que mon cancer pédiatrique m'a sauvée. C'est lors d'un rendez-vous avec mon hématologue et le service de l'ASE que j'ai osé dire « Si vous ne me laissez chez ma génitrice, je ne me ferai pas soigner ». Je suis partie en vélo après le rendez-vous. 2 heures plus tard, l'ASE m'a rappelé en me disant qu'ils avaient un appartement pour moi et en me demandant du coup de me rendre au service. Il a fallu ça pour que je sois protégée. Aujourd'hui, j'attends de reprendre les cours en bac pro aide à la personne. J'avais arrêté à cause des chimios, même si moi je voulais continuer. C'est l'ASE qui a préféré me faire arrêter mon apprentissage. J'ai hâte de reprendre les cours, mais j'appréhende beaucoup. Je veux travailler dans le soin, être là pour les gens qui en ont besoin. Je suis là parce que je pense que les premiers concernés sont légitimes de dire ce qui leur a manqué au cours de leur parcours. Et si... Wow. Ouais. Et si nous, on ne parle pas des défaillances qu'on a vécues, notamment en santé, comment peut-on protéger les enfants de demain ? Avant de laisser la parole au candidat, on a une dernière prise de parole de Laskin. Bonsoir. Pas facile de prendre la parole après le témoignage qu'on vient d'entendre. Moi, c'est Laskin, j'ai 52 ans, père de 3 enfants, père de 3 Nantais. J'ai travaillé dans mon parcours professionnel, notamment dans les métiers du commerce, de la communication.
Et en particulier, et notamment, ce qui a été le plus long dans mon parcours professionnel, c'est 22 ans dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Et l'ironie du sort fait qu'aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin d'être aidé, d'être accompagné. Voilà. Un Oui. peu plus fort. Plus fort? Ok. C'est mieux comme ça? Oui. Vous m'entendez mieux? Parfait. Ma présence ici, elle est liée au parcours que j'ai connu, qui est parti d'une situation plutôt aisée même, au burning out professionnel, puis l'alcool, la destruction de la cellule familiale, la rue, et donc la grande précarité. La rue, c'est quoi? C'est dormir dehors. Alors, on essaie de trouver des solutions, l'aéroport, la gare, mais elle ferme la gare. On essaie de trouver des endroits dont on se fait virer par les agents de sécurité. C'est être au contact de la violence au quotidien, les agressions, les vols. C'est être toujours borderline parce qu'on essaie simplement de sauver sa peau, de se mettre en sécurité. Mais en étant borderline, on a affaire à la police, donc les gardes à vue, c'est voilà. Et l'alcool m'a aussi amené à rencontrer les forces de l'ordre et à passer une période en privation de liberté, donc en détention, même si elle n'a pas été très longue. Mais 10 mois, c'est 10 mois. Et lorsqu'on en sort, on est à la rue. Donc la précarité, c'est quoi? C'est la précarité sur le plan économique, c'est le manque de revenus, c'est l'absence de logement, c'est la précarité sur le plan social, lorsqu'on voit ses amis disparaître les uns après les autres, la famille qui prend ses distances. C'est du coup la perte de dignité, c'est la perte de son identité, parce que lorsqu'on se présente, en général, on dit ce qu'on fait dans la vie, où on habite, mais là, on ne peut plus dire où on habite, ça devient compliqué. La précarité, c'est aussi sur le plan administratif. Lorsqu'on est d'origine étrangère comme moi et qu'on a atteint à l'ordre public, le titre de séjour est retiré et on se retrouve en insécurité sur le plan administratif et on risque l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire, même si on est père de 3 enfants français. C'est aussi la précarité sur le plan de la santé. Ça a été évoqué par certains déjà. Lorsqu'on est à la rue, en grande précarité, c'est difficile de suivre ses traitements, de rester en contact avec un médecin traitant. Voilà, malgré des maladies chroniques, donc c'est une mise en danger au quotidien de la vie. Et tout ça ne reste pas sans impact sur le plan psychique. Ça laisse des traces. Hein. Voilà, donc, parce qu'après perte d'emploi, après une période de privation de liberté, l'absence du logement, c'est très difficile de rebondir. Et moi, je suis là pour livrer ce témoignage. Je pourrais donner des détails si nécessaire. En tout cas, aujourd'hui, j'ai trouvé une solution d'hébergement grâce à un organisme de formation qui dispose d'un internat. Et parce que mon projet de reconversion passe par la formation professionnelle, en attendant le début de cette formation qui est retardée parce qu'il y a des problèmes budgétaires. Et lorsque certains de nos élus s'amusent dans les assemblées, ben c'est retardé d'autant le démarrage d'action qui était prévu. J'aimerais bien qu'ils s'arrêtent et qu'ils prennent leurs responsabilités parce que derrière, il y a des gens, il y a des vies qui en pâtissent. Moi, aujourd'hui, je suis hébergé au sein de l'AFPA. Mais voilà, c'est parce que j'ai un projet de formation et ça m'aide aussi à sortir de la rue et à pouvoir me projeter pour l'avenir. Merci en tout cas de m'avoir écouté et c'est un plaisir, un honneur même d'être là devant vous et participer à ce temps démocratique. Merci beaucoup à vous 4, parce que c'est pas évident hein, de prendre la parole comme ça et de parler d'un morceau de son parcours de vie. Voilà. Maintenant, on va laisser la parole aux candidats et candidates, plutôt d'abord les femmes. Et comme on a dit dans l'ordre alphabétique, mais comme voilà, il y a un petit changement, on va dire. On va commencer par vous, Monsieur Huchet, pardon, Erwan, voilà, par vous présenter 3-4 minutes maximum, voilà. Et
Une toute petite demande pour chacun et chacune d'entre vous, ce serait de aussi nous dire globalement ce que les thèmes de ce soir vous inspirent à la fin de votre présentation. Et voilà. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Erwan Huchet. Donc ça commence par un H. Je ne sais pas si je suis vraiment le premier de la liste, mais je représente la liste menée par Mounir Bellamiti, qui s'excuse donc de ne pas être là ce soir et qui est retenu parce qu'il travaille également. Et donc, il ne pouvait pas se rendre disponible pour ce débat, donc c'est moi qui le remplace. Je voulais tout d'abord remercier les oubliés de la République de nous inviter, ainsi que vous toutes et vous tous, pour vos témoignages qui ont été particulièrement poignants. Et je pense qu'ici, on est extrêmement sensible à ce que vous venez de dire. Moi, je suis conseiller municipal à Nantes. J'ai un long parcours dans la fonction publique, et notamment sur des postes de direction. Et je dois vous dire que ce que vous nous rappelez ce soir, c'est très important. Parce que nous qui sommes en responsabilité, on a souvent finalement l'habitude de voir des gens qui vont bien. Des chefs d'entreprise, des cadres, des gens qui travaillent, fonctionnaires, des gens qui sont finalement dans des situations qui ne sont pas les vôtres, qui ne sont pas celles que vous rencontrez. Et c'est d'autant plus important que ces gens-là qu'on rencontre d'habitude, ils n'ont pas les mêmes problématiques que vous. Ils ne sont pas contents parce qu'avec leur voiture, ça n'avance pas bien. Ils ne sont pas contents parce que parfois il pleut et puis il y a des bouchons. OK. Sauf que ce que vous nous dites là, eh bien, c'est que finalement, il y a des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus importantes, beaucoup plus prioritaires sur lesquelles il faut travailler. Et je pense que c'est la richesse de ce débat. C'est aussi l'importance de ce type d'initiative. Et moi, je suis très fier d'être là à vos côtés et de vous écouter surtout. Parce que c'est ça qui est important, c'est de vous écouter et d'écouter les galères, les injustices, la peine, les difficultés que vous avez rencontrées, pour que ça puisse nourrir notre réflexion sur ce que nous, on est en capacité de mener derrière pour vous aider. Merci à vous. On va... J'y vais, attendez. Je ne sais pas ce qu'il y a après H. Non, alors vous c'était Bellamiti, Ah ouais. c'est pour ça que vous étiez en premier. Donc maintenant, on va passer la parole à Erika Cardessa. Bonsoir. Je dis bonsoir parce que je viens de la Guadeloupe. Chez nous, c'est comme ça qu'on fait. Je ne suis pas encore habituée avec votre bonjour. Je suis très heureuse d'être ici ce soir avec les oubliés de la République. Ce que je viens d'entendre m'a traversée et m'a touchée. Et cette émotion ne vient pas de nulle part. Je suis Erika Cardessa. Je suis née en Guadeloupe dans une famille monoparentale. J'ai grandi dans le pire quartier populaire de Pointe-à-Pitre. J'avais un beau-père alcoolique. La violence chez moi, c'était tous les jours. Et moi aussi, j'ai eu une mère tortionnaire. Donc, quand j'entends ces témoignages-là, je sais ce que c'est que la discrimination, que le combat, que se battre tous les jours pour exister, pour survivre, pour lutter contre toute forme de discrimination, le patriarcat, etc. Je ne vais pas tout vous raconter, mais je sais pourquoi je suis à la France Insoumise. C'est parce qu'à Nantes, j'ai décidé de militer dans la rue. Je suis arrivée à Nantes en chaise roulante à cause d'une maladie génétique rare et je suis venue à Nantes pour mourir avec mes enfants, pour être avec eux pour les derniers instants. Il se trouve que j'ai rencontré un personnel médical formidable qui a cru en moi. Et j'ai quitté la chaise roulante en juillet 2023. Et la première chose que j'ai faite, c'est aller militer déjà avec les associations comme Autistes 44, puis avec Urgence Palestine, ensuite avec les mouvements anticolonialistes. Et au fur et à mesure que j'apprenais Nantes, au fur et à mesure que ma détermination de militante se faisait jour, j'ai rencontré dans mon parcours de militante la France Insoumise. Il se trouve que nos militants sont des personnes concernées aussi pour la plupart, portent les combats et sont les interfaces entre les quartiers populaires, la rue, tous les publics
et le monde politique. Notre programme, il est bâti sur 2 piliers. La grande enquête populaire qui a été à la rencontre de tout le monde, de tous les publics, et fait remonter les vraies préoccupations des Nantais, et notre vision nationale qui est basée sur la démocratie participative. Donc, quand j'ai lu la lettre des oubliés de la République, c'était exactement ça qu'on porte. C'était exactement ça qui résonne en nous tous les jours et pourquoi on se bat. Mais on ne se prétend pas expert. Donc, nous avons des groupes de travail thématiques qui appellent tous ceux qui sont concernés à venir collaborer avec nous. Notre programme, sur certains thèmes comme le sans-abrisme, les luttes contre les discriminations, les violences faites aux femmes, etc., n'est jamais fermé. N'est jamais fermé parce que le sens de la démocratie participative, le sens du programme que nous portons, c'est l'ouverture et c'est donner la parole aux concernés. Et c'est vraiment une collaboration directe parce qu'on veut renverser la table de ce système injuste qui nous promet le pire. Le budget de la honte est encore passé avec la complaisance des géreurs de misère. Et nous sommes contre. Nous voulons nous lever, nous voulons marronner ce système. Et si nous nous présentons à Nantes, c'est pour lutter contre l'immobilisme et changer les choses parce qu'on entend votre cri et il est légitime. Et vous êtes légitime à vous exprimer et nous allons vous donner l'espace d'expression que vous méritez et que vous appelez. Merci beaucoup. Monsieur Chombardelot, on vous écoute. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Foulk, c'est mon prénom, c'est un peu rare. Et mon nom, c'est Chombardelot. Vous m'entendez pas? Pardon, ok. Plus fort. J'essaye de parler plus fort. Merci. Donc, moi, je suis le représentant pour la liste de la droite et du centre. C'est mon premier mandat de conseiller municipal. Je travaille dans le secteur privé et j'ai travaillé 18 ans de ma vie dans le secteur public, donc 15 années dans la lutte contre le changement climatique et la lutte contre la pauvreté pour l'Agence française de développement. Je voudrais d'abord vous remercier parce qu'on a eu quelques échanges assez personnels en amont de cette réunion, donc en particulier Jennifer et Abderrahmane. On est allés marcher ensemble. Vous m'avez beaucoup touché dans ce que vous m'avez raconté sur votre parcours et votre, je dirais, sortie justement de l'aide sociale à l'enfance et comment vous accompagnez, notamment avec l'association Repère 44, tous les jeunes de l'association de l'aide sociale à l'enfance qui sortent de l'ASE. Et Abderrahmane, qui m'avait raconté l'histoire très poignante que vous avez racontée tout à l'heure, qui ne peut pas laisser quiconque, je pense, de marbre. Alors, c'est sûr que là, vous avez un panel assez varié, et je pense que c'est la richesse de cette soirée. Moi, je suis un homme de droite, mais d'une droite sociale, à la Chirac, qui s'est peut-être un peu perdu à droite. J'ai eu beaucoup d'engagement sur pas mal des sujets que vous avez évoqués, même si j'ai eu la chance, probablement, de vivre dans une famille unie. Et je pense que c'est, en vous écoutant, une immense chance. Voilà. Et c'est vrai que ça permet d'aborder la vie probablement différemment de vous. Néanmoins, j'ai eu l'occasion de travailler bénévolement pour une association qui s'appelle Au Captif La Libération sur les enjeux de prostitution pendant 3 ans quand j'étais à Paris. Donc ça m'a pas mal touché, et sur les enjeux de grande pauvreté. Enfin, l'idée n'est pas de parler de mes engagements sociaux, mais plutôt de dire comment ça peut irriguer notre programme et notre vécu. Alors, ce qui est sûr, sur les thématiques que vous avez choisies, le logement, la santé, alors je ne les ai pas tous là, il y avait le logement, santé, le lien social voilà. Et l'accès au droit. Sur tous ces sujets, en fait, je pense des propositions courageuses, mais qui s'ancrent dans une vision, je dirais, économique plus générale. Vous avez parlé de la dignité par le travail, donc c'est sûr que moi, je porte un projet où il faut qu'on crée la valeur que l'on veut partager. Il faut aussi qu'on sache permettre l'accès aux plus précaires, justement, à la dignité par le travail, par l'emploi. Donc ça, c'est... Et puis les enjeux liés au handicap aussi, qui ont été un petit peu abordés par 2 d'entre vous, Laskin et Medina, et sur lequel, malheureusement, les moyens des pouvoirs publics ne sont pas effectivement infinis. Néanmoins, il faut qu'on fasse des choix. Donc, on pourra revenir là-dessus. Nous, c'est notamment la question de l'accessibilité
des transports en commun qui nous semble importante. Bon, c'est une petite partie, et notamment la détection des troubles 10 le plus tôt possible à l'école, sachant qu'une grosse partie des missions ou des compétences sociales sont au département, mais que je crois surtout qu'on a des associations formidables à Nantes, et que c'est plutôt via le tissu associatif qu'on peut faire un travail sur chacun de ces sujets, mais je ne m'attarderai pas plus, on pourra peut-être en reparler pendant nos échanges. Merci bien. La parole est à Margot, mais court, excusez-moi. Bonsoir à toutes et à tous. Merci. J'avoue que c'était intense comme introduction. Je trouve ça hyper compliqué, en vrai, de repolitiser tous ces parcours individuels. Merci en tout cas de les partager et avec autant de dignité et de sincérité. Je suis une militante qui se bat pour l'égale dignité des personnes. Je pense que c'est le fil rouge de mon combat. Je me suis en partie battue avec les camarades de la Maison du Peuple pour que ce lieu, qui était un centre social autogéré, soit maintenu. Il a fermé en 2021 alors qu'il était reconnu par les institutions elles-mêmes, puisque parfois dans des procès, la justice disait « bah non, vous êtes à la Maison du Peuple, donc ça veut dire que vous avez un hébergement ». Et c'était des personnes elles-mêmes concernées qui tenaient ce lieu, et je trouve que c'est très important en fait de soutenir des espaces où des gens reprennent collectivement en main leur vie et tiennent tête aussi aux institutions en disant « nous, on a besoin de ça, 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 c'est avec nous ou contre nous ». En l'occurrence, je considère que ça a été beaucoup trop contre la Maison du Peuple. On a essayé de réoccuper cet espace, je me souviens encore, le 21 décembre 2021. Au final, nous sommes 12 militants à nous être retrouvés en garde à vue la veille de Noël pour occuper un bâtiment qui était occupé par des rats, parce que c'est ça, il était réapproprié par des rats. Encore aujourd'hui, plus de 4 ans après, c'est des rats qui l'habitent, alors qu'il peut accueillir des personnes dans l'urgence, même si ça ne répondra pas à tous les problèmes. C'était au moins un espace où, collectivement, voilà, on s'auto-organisait avec des militants et des personnes à la rue, elles-mêmes souvent militantes, et qui faisaient leur parcours aussi à partir d'un engagement politique. Et je vois là des échos avec ce que tu disais, Abdelrahman. Je me suis aussi battue et je me bats encore avec les familles qui vivent dans les bidonvilles pour leur dignité aussi. Et là encore, le point commun, c'est comment est-ce qu'on se mobilise collectivement pour faire de la politique, interpeller les institutions et pour avoir un traitement digne, des rendez-vous avec la mairie, avec les élus, être reçu, rien que ça, eh bien ça, c'est un combat aujourd'hui et je ne trouve pas ça normal. On a beaucoup de problématiques sur le logement, c'est la thématique que je connais le mieux dans ce que vous avez pointé du doigt sur le logement. J'ai très envie de continuer à vous écouter. Mais je trouve qu'en tout cas, ce combat aussi pour la dignité passe énormément par le logement, parce que là où on habite, ça reflète aussi, ça reflète un peu notre âme, ou on a l'impression en tout cas que ça reflète notre âme, que quand on n'est pas bien chez soi, eh bien on a du mal ensuite à poursuivre. Et donc le combat pour le logement, même les gens qui vivent dans des logements, mais qui sont maltraités par leurs propriétaires parce qu'il y a un rapport de force inégalitaire, eh bien là je dis, la mairie a un rôle à jouer. Elle doit rééquilibrer ce rapport de force. C'est pour ça qu'on parle d'une agence municipale pour le logement qui agira comme un FBI contre le logement pourri, un FBI du logement pourri, un front contre les brigands de l'immobilier. Je m'arrêterai là pour l'introduction. Merci beaucoup pour cette soirée. Merci Margot. La parole est à Madame Johanna Roland. Merci, bonjour à chacune et chacun. D'abord mes excuses pour le retard, pour le dire clairement. Les services de la ville et de la métropole sont en cellule de crise depuis hier soir liés aux intempéries et l'alerte crue. Mais comme je tenais impérativement à être personnellement à vos côtés ce soir, mes excuses pour ce léger retard. Mes remerciements ensuite pour l'organisation de ce temps de partage, de ce temps d'échange.
qui s'inscrit, je trouve, dans l'ADN, qui est celui des oubliés de la République. Moi, je suis avec attention ce que vous avez fait récemment, y compris à l'Assemblée nationale, sur les derniers projets de loi qui ont été déposés, les batailles que vous avez su gagner avec des parlementaires qui vous ont soutenu sur les droits de l'enfant, pour le dire de manière rapide. Je prends un sujet très concret. Comment un enfant, oui, doit systématiquement avoir un avocat ou une avocate pour être accompagné quand ses droits sont considérés. Et je retrouve dans la manière dont vous organisez cette soirée l'ambition, et je pose le mot à dessein, l'ambition que vous mettez sur les sujets de lutte pour la dignité de chacune et de chacun. Alors évidemment, je crois qu'on ne peut pas vous entendre les uns et les autres sans être touchés, sans être émus et sans être dans cet état, sincèrement, quand on entend vos parcours. Et dans le même temps, je crois que ce qu'on attend d'un responsable politique, c'est pas seulement d'exprimer de la compassion. C'est de dire, quand on a entendu ça, quand on a essayé avec beaucoup d'humilité de comprendre ce que vous nous dites, qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, je ne vais pas vous faire la liste de tout mon programme municipal. Je crois que ce n'est pas le lieu ce soir. Enfin, moi, j'avais compris que ce n'était pas ça l'objectif, mais plutôt de répondre à la question que vous avez posée, qui on est? Et puis, vous avez dit, finalement, dans les thèmes qu'on a commencé à évoquer, qu'est-ce que ça vous évoque? Qui je suis? Je vais le faire très rapidement. Je m'appelle Johanna Roland. Je suis une militante, une citoyenne et une responsable politique de gauche qui s'assume comme telle. Et j'ai le grand bonheur d'être la maire de la plus belle ville de France en toute objectivité. Et j'entends bien le rester en toute objectivité. Je suis d'abord une militante pour l'égalité. Ce qui m'a toujours animée, c'est le combat contre les injustices, avec des expériences associatives à l'étranger, en Bosnie, en Afrique du Sud. J'ai d'abord travaillé dans les quartiers populaires, à la ville du Creusot, pas très loin de Lyon. C'est sans doute là que j'y ai marqué, que j'y ai vécu les rencontres les plus bouleversantes de ma vie. Et le combat pour l'égalité, c'est ce que je ferai, ce que je faisais avant la politique et ce que je ferai après la politique. Je suis devenue une élue également écolo par la lutte contre les inégalités, quand j'ai compris que ce sujet venait aussi l'embrasser. Mais j'ai plutôt envie de vous partager peut-être un projet que j'ai mené pour répondre à votre question. Quand nous avons fait ouvrir à Nantes, Citadelle, ce lieu pour accueillir les femmes victimes de violences, on l'a fait envers et contre tout. On m'a dit, Madame la maire Johanna, déjà on va l'ouvrir de 7h à 18h, ce sera très bien, parce que c'est bien connu que les violences contre les femmes, c'est à l'heure du thé que ça arrive. Pourquoi je dis ça? Et je vais le dire de manière directe. On ne peut pas dire une chose un soir dans des débats sur des sujets aussi sensibles et faire autre chose quand on est en responsabilité. La dernière fois que je suis allée voir Citadelle, les équipes m'ont dit leur épuisement. Pourquoi? Et je le dis ici, sans ciller. Parce que depuis les coupes de la région, elles sont seules. Parce que les appels la nuit ont triplé. Parce que quand la région ose passer SOS Inceste à 0 €, je le dis ici, on ne peut pas dire des choses dans un débat sur des sujets aussi graves et faire autrement quand on est en responsabilité. Ça aussi, c'est une question de dignité. Alors maintenant, je voudrais répondre à votre deuxième question. Qu'est-ce que les sujets que vous avez évoqués m'ont inspiré? Première chose, là où une ville peut agir, vous le savez, la protection de l'enfance n'est pas de la ressort d'une ville, c'est du ressort des conseils départementaux. Pour autant, il y a une piste, je pense, qu'on utilise déjà et qu'on pourrait demain encore plus utiliser. Il se trouve que la ville de Nantes fait partie des 12 villes en France à exercer pour le compte de l'État le service santé scolaire. Cet espace, il est essentiel parce que dans notre ville, chaque enfant, en grande section et en CE2, a un bilan individuel. Ça peut être un lieu, quand j'écoute vos parcours, pour aussi déceler des violences intrafamiliales, répondre à un certain nombre de sujets. Deuxième élément concret, et je m'arrête, la question de la justice. Il y a aujourd'hui à Nantes, il faut le mesurer, 400 enfants qui font l'objet d'une décision de justice, qui doivent être placés et dont les ordonnances sont dites non exécutées. Ce sujet est un scandale dans notre pays. Et moi, je suis prête, avec toutes celles et tous ceux dans cette salle, toute sensibilité politique qui sont prêts à mener ce combat, à le mener avec vous.